Aujourd'hui, on va clôturer donc avec les maladies gestationnelles trophoblastiques. Essayez de bien suivre parce que c'est un peu vaste, c'est pas difficile, mais il y a beaucoup de variantes. Donc, tout d'abord, les objectifs pédagogiques de notre cours. C'est la première des choses. Savoir c'est quoi une maladie gestationnelle trophoblastique, définir les différentes entités, les différentes variétés, savoir faire le diagnostic. D'accord? Vous devez savoir diagnostiquer une maladie gestationnelle trophoblastique, modalité de prise en charge ou bien le traitement. 3 croix sur la surveillance, d'accord? Après le traitement, surveillance clinique biologique, c'est très important. Et enfin, avoir une idée sur le pronostic pour les grossesses ultérieures, le pronostic, la fertilité, etc. D'accord? Donc, on va commencer tout d'abord par une petite introduction. Donc, introduction, définition. Les maladies gestationnelles, c'est quoi? C'est un ensemble de pathologies, d'accord? Qui ont donc une expression clinique biologique et un potentiel métastatique, je dis bien métastatique, variable. Cependant, on peut les diviser en 2 groupes. Vous avez les entités bénignes, qui sont la mole hydatiforme complète et incomplète ou bien partielle. C'est des entités bénignes. Pour les autres, c'est des entités malignes, c'est-à-dire choriocarcinome, tumeur trophoblastique du site d'implantation, etc. Les entités malignes sont métastatiques, d'accord? Ils sont mortels en absence de traitement. Donc, maladie gestationnelle, c'est un ensemble de pathologies qui ont en fait un dénominateur commun. Quel est le point commun entre toutes ces pathologies? C'est quoi? C'est l'hypersécrétion de l'ACG. L'ACG, c'est l'hormone de la grossesse, d'accord? Le point commun entre toutes ces pathologies, c'est l'hypersécrétion d'ACG. Cependant, leur origine, l'expression clinique, biologique, potentiel métastatique, il est différent, d'accord? On peut les diviser en 2 groupes, ou bien en 2 parties. Entité bénigne, qui est la mole hydatiforme complète ou partielle, c'est des entités bénignes. Pour les autres, c'est des entités malignes. Qui dit maligne, donc ils ont un pouvoir de métastase, d'accord? Ces métastases sont mortelles en absence de prise en charge. C'est clair? D'accord? Donc, c'est un groupe de pathologies. Imaginez un groupe d'individus, par exemple, qui ont en commun la blouse blanche. Mais la couleur de leur peau, elle est différente. La couleur des yeux, elle est différente. D'accord? Leur origine, elle est différente. C'est la même chose pour les pathologies trophoblastiques. C'est clair? Très bien. Donc, quelques chiffres pour l'épidémie. Bien sûr, en Algérie, on n'a pas des chiffres exacts, comme toutes les pathologies. Donc, je passe. Les facteurs de risque. Quels sont les facteurs de risque pour la femme pour développer donc des maladies gestationnelles trophoblastiques? Je vais commencer par le B. Maladie gestationnelle trophoblastique tout court. MGT, en bas, le B. MGT, maladie gestationnelle trophoblastique. C'est les entités bénignes. Lorsqu'il y a le P, persistante, maladie gestationnelle trophoblastique persistante, c'est une entité maligne. D'accord? Très bien. Pour les entités bénignes, comme facteur de risque, on a décrit les 2 extrêmes de l'âge. C'est-à-dire les femmes jeunes, moins de 20 ans, ou bien plus de 40 ans. Pourquoi? La maturité, l'immaturité et le vieillissement. Oui, très bien. Parce que vous allez avoir des anomalies. L'origine, en fait, on va voir dans la physiopathe, l'origine de cette grossesse molaire, qui est une grossesse pathologique, bien sûr. Vous avez fait le cours de la grossesse extra-utérine? Ou bien pas encore? Très bien. Donc, c'est une grossesse qui est pathologique, anormale. Elle résulte de quoi? D'une anomalie de la fécondation. Je vais détailler ça. Elle peut survenir chez des femmes jeunes, moins de 20 ans, ou bien plus de 40 ans, parce que vous pouvez avoir des troubles de l'ovulation. Pour ces 2 catégories. D'accord? La consanguinité, l'origine ethnique, on a constaté que certaines origines ont plus de... Donc, ça rejoint les chiffres épidémiaux. L'antécédent également de grossesse molaire.
on peut avoir la récidive parce que c'est le même terrain, ou bien de grossesse gémellaire bivitelline, c'est-à-dire la grossesse gémellaire. C'est des femmes qui ont donc une ovulation, si je peux dire, double, d'accord? Vous avez bivitelline, c'est-à-dire il y a la fécondation de 2 ovocytes par 2 spermatozoïdes. Malheureusement, on n'a pas pu faire le cours des grossesses gémellaires, mais l'origine de la grossesse gémellaire, vous avez plusieurs types. Vous avez les grossesses monochoriales, monoamniotiques, c'est-à-dire il résulte un seul ovocyte, un seul spermatozoïde, puis vous allez avoir la division. Pour la bivitelline ou bien la biovulaire, cette fois-ci, vous avez 2 ovocytes au cours du même cycle, vous allez avoir la fécondation de 2 ovocytes. Donc cette femme, elle est hyper fertile. Elle va produire, au lieu d'un ovocyte, d'une ovulation unique au cours du cycle menstruel, elle va avoir 2 ovocytes. Ça rejoint les troubles de l'ovulation. Donc cette femme a des troubles d'ovulation, donc elle risque de faire une grossesse molaire. C'est clair? Pour l'éthiopathogynie de la grossesse molaire, j'ai dit que c'est surtout génétique. On a 2 entités, la grossesse molaire complète et la grossesse molaire partielle. C'est les entités bénignes. Entité bénigne. Donc, j'ai dit qu'il y a une anomalie de la fécondation. Au cours de la grossesse complète, molaire complète, vous allez avoir la fécondation d'un ovocyte, d'accord, qui ne contient pas de noyau. C'est un ovocyte qui contient juste, qui va participer par son cytoplasme. Il va être fécondé par un spermatozoïde normal, haploïde, c'est-à-dire 23X ou Y, d'accord? Et par la suite, c'est le noyau du spermatozoïde qui va se diviser pour nous donner vers la fin la formule. C'est 46, dans 80%, c'est 46XX ou bien 46XY. L'essentiel, c'est un ovocyte anormal. Il ne contient pas de noyau. C'est pour ça qu'on parle, le terrain, c'est les anomalies de l'ovulation. Vous m'avez compris? D'accord? Donc, c'est une ovulation qui est anormale. Vous allez avoir un ovocyte qui ne contient pas de noyau. Il va être fécondé par un spermatozoïde normal haploïde qui va se diviser par la suite. Pour vous donner la formule finale, c'est 46XX, dans 80% des cas. C'est pour ça, on dit que la mole, elle est d'origine exclusivement paternelle. D'accord? Elle est paternelle parce que c'est seulement le noyau du spermatozoïde. Il n'y a pas de noyau maternel. C'est simple. C'est un ovocyte anormal qui va être fécondé par un spermatozoïde normal haploïde, ou bien dans certains cas, on peut même avoir la fécondation par un spermatozoïde diploïde, c'est-à-dire qu'il contient 2 noyaux. Même le spermatozoïde, il est anormal. L'essentiel, la formule finale, c'est 46XX, dans 80% des cas. C'est clair? C'est la mole idatiforme complète. D'accord? Pour la mole partielle, la mole idatiforme partielle, vous allez... Donc, la mole idatiforme partielle, vous allez avoir, cette fois-ci, ce qu'on appelle les triploïdies. Donc, essayez de revenir un peu marche arrière, vos cours de génétique. C'est quoi les triploïdies? C'est quoi les triploïdies? Vous allez avoir la fécondation d'un ovocyte par fécondation d'un ovocyte par 2 spermatozoïdes, ou bien par un spermatozoïde qui est diploïde. Et vous allez avoir un triple jeu chromosomique. Donc cette fois-ci, l'ovocyte il est normal, il contient un noyau, plus 2 spermatozoïdes, c'est-à-dire 2 noyaux supplémentaires. Vous allez avoir ce qu'on appelle les triploïdies. Est-ce que les triploïdies sont viables? Oui ou non? Triploïdie. Il faut faire la différence entre trisomie et triploïdie. C'est pas la même chose. La trisomie, vous pouvez avoir la trisomie 21 qui est viable, d'accord. Contrairement aux triploïdies, ils ne sont pas viables, d'accord. Impossible d'avoir un individu normal viable à partir d'une triploïdie. C'est une anomalie génétique incompatible avec la vie. D'accord? Donc, le jeu, toujours, au cours de la mole donc partielle, vous avez un jeu supplémentaire. La même chose, il peut être d'origine paternelle ou bien d'origine maternelle. D'origine paternelle, c'est-à-dire vous avez un seul ovocyte qui va être fécondé par 2 spermatozoïdes, ou bien le cas contraire,
Un ovocyte qui est cette fois-ci diploïde, contient 2 noyaux, qui va être fécondé par un seul spermatozoïde. L'essentiel, le résultat final va être un triple jeu chromosomique. C'est clair ou non? Malheureusement, j'ai pas de tableau pour schématiser, j'aime bien dessiner, mais il y a un problème avec le tableau. D'accord? C'est bon? Je passe? Je peux passer. Donc l'origine, c'est des anomalies génétiques. Pour la mâle complète, donc vous avez ovocyte anormal qui contient pas de noyau, qui va être fécondé par un spermatozoïde, qui va donner donc un 46XX dans 80% des cas. Ça peut donner un 46XY, mais 46XX c'est la plus fréquente. Pour la triploïdie, le jeu chromosomique peut être d'origine paternelle toujours dans la majorité des cas, c'est-à-dire un ovocyte normal avec 2 spermatozoïdes, ou bien un ovocyte qui contient 2 noyaux avec un seul spermatozoïde. On a dit qu'elles sont non viables. L'arrêt du développement de la mâle partielle peut se faire au cours des premiers mois de la grossesse. Il va donner ce qu'on appelle l'œuf clair. Vous entendez parler des œufs clairs? Grossesse qui va s'arrêter parce qu'elle est anormale, donc son développement va s'arrêter au cours des premiers mois. L'œuf clair, c'est quoi? Il se traduit échographiquement par un sac qui est vide. Il n'y a pas d'embryon à l'intérieur parce que le noyau, il est anormal, il va se dissoudre. Il va donner à l'échographie l'aspect d'un sachet noir vide à l'intérieur, sans embryon. On appelle ça œuf clair. D'accord? C'est une grossesse anormale. D'accord? L'évolution va se faire vers l'avortement. C'est clair? Dans des cas exceptionnellement, donc cette grossesse, elle peut évoluer, mais elle va donner un bébé qui est mal formé. Il va présenter un syndrome polymalformatif. Rarement, exceptionnellement, et bien sûr non viable. Il n'y a pas de discussion. Les triploïdies sont non viables, incompatibles avec la vie. Donc, le retard, en fait, je vais faire un petit marche arrière. On a dit au cours de notre séance de la pré-éclampsie que... Pardon. On a dit que le retard de croissance au cours de la pré-éclampsie, c'est un retard qu'on appelle vasculaire. Il est d'origine vasculaire parce qu'il y a une anomalie de la perfusion de l'unité utéroplacentaire. Donc, votre fœtus va privilégier quoi? Il va privilégier le cerveau aux dépens des autres territoires. Donc, vous allez avoir une croissance normale au niveau du cerveau. Donc, lorsque vous prenez la mesure du bipariétal, vous allez avoir un bip qui est normal, un bipariétal. Les mensurations de la tête vont être normales, contrairement au territoire splanchnique, c'est-à-dire le diamètre abdominal transverse ou bien la circonférence abdominale, elle va être réduite. Donc, un bip qui est normal avec un DAT qui est anormal veut dire, c'est-à-dire on va étiqueter ça comme retard de croissance disharmonieux. Disharmonieux, il n'est pas harmonieux. Contrairement au retard qui est d'origine malformative. Lorsque vous avez un bébé, rapidement s'il vous plaît, vous faites beaucoup de retard. Lorsqu'un bébé il est mal formé, cette fois-ci le retard va être harmonieux. Donc les différents paramètres vont être diminués de la même façon. C'est ce qui fait la différence entre retard vasculaire et non vasculaire d'origine malformative. Vous avez compris? Avec c'est un bébé mal formé, donc il est anormal. C'est pas la perfusion utéroplacentaire qui a engendré le retard. C'est un bébé qui est lui-même anormal. Donc sa croissance va être anormale et vous allez avoir la diminution des différents paramètres d'une façon harmonieuse. C'est pour ça qu'on dit c'est un retard harmonieux. Mutajani ça. D'accord? Il est diminué d'une façon équitable. Contrairement au retard qui est d'origine vasculaire, cette fois-ci, le bébé va s'adapter à cette diminution de la perfusion. Il va privilégier donc les organes nobles, le cerveau. Je passe? C'est clair? Très bien. Donc, on a terminé avec l'éthiopathogénie. C'est clair? C'est les entités bénignes. Toujours, bénigne, il ne faut pas se perdre. Bénigne, c'est-à-dire molle partielle, molle complète. Pour les facteurs de risque, c'est clair. Pour les maladies, pour les entités malignes, ou bien les maladies gestationnelles persistantes, ou bien malignes, les facteurs de risque, c'est vous avez donc un taux de bêta-ACG
qui est très élevé. Donc, on a dit que le dénominateur commun entre ces différentes entités, c'est l'hypersécrétion, déjà une hypersécrétion, mais dans les entités malignes, elle est très importante par rapport aux entités bénignes. Donc, devant des chiffres très élevés de bêta-HCG, vous allez suspecter donc des entités malignes. La taille de l'utérus, elle est très augmentée. La présence de kystes lutéiniques, plus de 6 cm. C'est quoi les kystes lutéiniques? Donc, l'HCG, c'est une hormone qui va entraîner la croissance donc de kystes au niveau de l'ovaire. Plus le taux d'HCG est élevé, plus vous allez avoir donc la présence de kystes avec une taille qui est importante, qui vont régresser par la suite après traitement. D'accord? Donc sous l'effet de cette hormone qui est l'HCG, vous allez avoir la croissance de kystes au niveau de l'ovaire qu'on appelle kystes lutéiniques. C'est des kystes fonctionnels. Ce pas des kystes organiques qui vont régresser après traitement. Généralement, ça ne nécessite pas de traitement. Après évacuation, donc après chute du taux de bêta-HCG, vous allez avoir le retour à la normale. L'âge plus de 40 ans, l'antécédent déjà de grossesse molaire, et lorsqu'il y a des problèmes associés, donc on risque l'évolution vers les entités malignes. On va voir pourquoi. D'accord? Essayez de suivre. L'anapathe, donc on a dit que ces différentes entités, ces maladies gestationnelles, ils sont différentes. D'accord? Sur le plan anapathe, donc vous allez trouver différents types. Donc pour la mole partielle, par exemple, vous allez avoir, lorsque la grossesse évolue, on a dit qu'au début, on peut avoir juste un œuf clair, c'est-à-dire un sachet vide, il n'y a pas d'embryon. Lorsqu'elle évolue, vous pouvez avoir la présence d'une cavité amniotique, un embryon et en même temps des vésicules qui sont molaires, la coexistence des deux types. Mais c'est un bébé, on a dit, qui va avoir un retard de croissance. Deuxièmement, la mole complète, cette fois-ci, il n'y a pas d'embryon. C'est juste le placenta qui est vésiculaire. Vous allez avoir un placenta vésiculaire, c'est tout. Il n'y a pas d'embryon. C'est des anomalies qui sont dues à la génétique. On a déjà parlé de ça. La mole invasive, comme son nom l'indique, cette fois-ci, elle va pénétrer, ou bien métastatique, c'est la même mole, c'est les mêmes caractéristiques de la mole complète, qui va pénétrer dans le myomètre et qui va essayer d'envahir donc les structures à distance. D'accord? Le choriocarcinome, c'est une tumeur typique qui a un très fort potentiel métastatique, d'accord? Pour le choriocarcinome atypique, c'est des caractéristiques anapathes, vous allez trouver de grandes cellules intermédiaires entre cyto et syncytiotrophoblastes. Pour le choriocarcinome atypique, les tumeurs du site d'implantation, ils ont une caractéristique, c'est la sécrétion, ils vont sécréter peu d'HCG. Des fois, il faut savoir, donc il faut avoir une idée sur les caractéristiques de ces tumeurs. Pourquoi? Parce que ces tumeurs du site d'implantation qui sécrètent peu d'HCG vont être par la suite, on va avoir un problème lors du traitement. Ils vont répondre moins à la chimiothérapie, parce que le traitement de ces entités malignes, c'est la chimiothérapie. Ils ne vont pas être inclus dans notre classification. D'accord? Essayez de suivre, vous allez comprendre au fur et à mesure. C'est clair pour l'anapathe. Donc la mole partielle, vous pouvez avoir soit un œuf clair, c'est-à-dire pas d'embryon, soit la coexistence d'un petit embryon, cavité amniotique, et juste à côté, un placenta vésiculaire. Contrairement à la mole complète, ni embryon, ni cavité amniotique, juste un placenta vésiculaire. On va voir les images. La mole invasive, les mêmes caractéristiques de la mole partielle, cependant, elle va essayer d'envahir, de pénétrer dans le myomètre, effraction de la sérose et passage au niveau des structures à distance. D'accord? Essayez de retenir ça. La mole, on va commencer donc par la clinique, le diagnostic. On va passer au diagnostic maintenant. Comment diagnostiquer une mole? On va commencer par les entités bénignes. La mole idatiforme, que ce soit complète ou partielle, elle va se manifester cliniquement par des métroragies capricieuses. C'est-à-dire, les métroragies, c'est quoi tout d'abord? C'est quoi des métroragies? C'est pas d'origine utérine, c'est des saignements, quelle que soit leur origine, d'accord? Qui survient en dehors du cycle menstruel, d'accord? Métroragie, cette fois-ci, il y a, pour poser le diagnostic de la grossesse, le premier signe, c'est quoi? Le premier signe de la grossesse, c'est quoi? C'est l'aménorrhée, très bien. Toute aménorrhée secondaire chez une femme en période d'activité génitale est une grossesse jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Aménorrhée secondaire. Vous avez fait le cours? Non, pas encore, mais normalement vous avez la base, la sémiologie. L'aménorrhée primaire, c'est l'absence de survenue des règles après l'âge de
16 ans. D'accord. L'aménorrhée secondaire, c'est une femme qui est normalement réglée. Hop, elle n'a plus de règles. Le premier diagnostic à évoquer, c'est la grossesse. Donc, vous avez tout d'abord une aménorrhée secondaire. Donc, apparition des signes sympathiques qui sont nausées, vomissements, etc. Puis, la femme va saigner. Elle va présenter un saignement sur grossesse. Quels sont les diagnostics que vous allez évoquer devant ces métrorragies? La première des choses, et vous pensez donc soit qu'il s'agit d'une grossesse qui est normale, mais qui est menacée. Il y a une menace d'avortement. C'est une grossesse tout à fait normale, mais elle est menacée. Soit qu'il s'agit d'une grossesse extra-utérine, vous allez voir le coup après. Donc, elle fait partie des diagnostics différentiels. Soit qu'il s'agit d'une grossesse normale menacée, une grossesse extra-utérine, ou bien une grossesse molaire. D'accord? Soit il s'agit d'une grossesse arrêtée. Le quatrième diagnostic, c'est une grossesse anormale et vous allez avoir l'avortement anormal. D'accord? Donc, grossesse normale qui est menacée, grossesse anormale ou bien arrêtée, vous allez avoir l'avortement, grossesse extra-utérine ou bien grossesse molaire. C'est les diagnostics à évoquer devant des métrorragies survenant au premier trimestre de la grossesse. C'est des notions pratiques, c'est pour vous. L'examen ne m'intéresse pas. L'essentiel pour moi, c'est de retenir ces notions de base, ces notions pratiques que vous allez utiliser lors de votre pratique quotidienne. D'accord? Vous recevez une femme qui saigne, elle est enceinte, vous faites un test de grossesse urinaire au début. Elle est enceinte, elle saigne. Je me pose la question, pourquoi elle saigne? D'accord? Quels sont les diagnostics à évoquer? Donc la mole, elle fait partie des étiologies des métrorragies du premier trimestre. Deuxièmement, vous allez avoir un utérus qui est augmenté de taille. D'accord? Sa taille, elle est supérieure à l'âge de la grossesse. Et elle est variable. Donc la taille, elle est variable d'un jour à l'autre. Pourquoi? Parce que vous avez un placenta vésiculaire, vous allez avoir une hyperplasie des villosités. Hypertrophie. Donc l'utérus va être augmenté de taille. Devant une taille de l'utérus supérieure à la gestationnelle, on suspecte également l'erreur du terme. La même chose, même au premier trimestre. Vous suspectez la grossesse gémellaire. Vous suspectez la présence de tumeurs, par exemple un fibrome ou bien un kyste de l'ovaire associé à la grossesse. Toujours l'examen clé pour répondre à tous ces doutes, pour trancher, c'est quoi? C'est l'échographie. Vous allez faire une échographie et vous allez avoir la réponse. Donc, on a saignement, utérus augmenté de taille par rapport à la gestationnelle, hyperémesis gravidarum, c'est quoi? C'est l'exagération des signes sympathiques de la grossesse. Les signes sympathiques de la grossesse sont dus à la CG. Alors, au moins qu'il y ait la CG. Or, lorsque vous avez une hypersécrétion d'ACG, vous allez avoir, conséquence, une exagération. Donc, vous allez avoir exagération des signes sympathiques. C'est-à-dire des vomissements incoercibles, avec retentissement sur l'état général. Vous pouvez avoir donc des troubles ioniques. C'est clair? Quatrièmement, vous pouvez avoir une prééclampsie. Pourquoi la prééclampsie? Pourquoi une prééclampsie au cours de la grossesse molaire? On a dit, lors de notre séance pour l'HTIA, que le primum movens, c'est l'anomalie de la placentation. Est-ce que c'est une placentation normale au cours de la grossesse molaire? C'est une placentation anormale. Donc, je peux avoir, par conséquent, l'apparition d'une prééclampsie au cours de ma grossesse molaire. J'essaye de simplifier au maximum. C'est clair? Oui ou non? Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les poser au fur et à mesure. Oui? L'utérus, parce que l'anapathe, lorsqu'on revient, vous allez avoir une hyperplasie, hypertrophie des villosités, d'accord, molaires, des vésicules molaires. Et ça va donner donc un utérus qui va être augmenté de taille par rapport à la gestationnelle. C'est pas un utérus normal, c'est pas un placenta avec un embryon qui est normal. Vous avez l'image échographique, on n'a pas terminé. Donc la prééclampsie et les kystes ovariens, ils sont secondaires à quoi? Secondaires à la CG. Vous allez avoir le développement sur cette image, donc le développement de kystes lutéiniques, multiples kystes ovariens. D'accord? C'est l'aspect échographique. Secondaire à l'hypersécrétion d'ACG qui va stimuler la croissance de ces follicules qui vont devenir kystes. Et c'est des kystes fonctionnels, je dis bien fonctionnels, qui vont disparaître après traitement. Retour à la normale, régression. Le seul cas où on va faire un traitement chirurgical, c'est lorsque vous avez vraiment un ovaire qui est très augmenté de taille. Il risque quoi? Il risque la torsion. Ça devient une urgence chirurgicale. Pour les autres cas, ça va régresser. Mais il fait partie donc des éléments de mauvais pronostic. On a dit au début, il fait partie des éléments des facteurs de risque de développer une maladie persistante. Je fais tout là.
Au début, j'ai dit les kystes lytéiniques, c'est un facteur de risque, augmenter de taille. Pour l'aspect échographique typique de la molle idatiforme complète, c'est un placenta vésiculaire qui va donner ce qu'on appelle de multiples microkystes qui donnent l'aspect en grappe de raisin, d'accord, ou bien en nid d'abeille. D'accord, c'est un aspect en grappe de raisin ou bien en nid d'abeille, on dit également en flocon de neige. Donc vous allez avoir un utérus augmenté de taille qui contient juste un placenta vésiculaire. Ni cavité amniotique, ni embryon. C'est la molle complète. D'accord? Donc vous allez avoir saignement, tableau clinique. C'est une femme qui a une aménorrhée secondaire, qui saigne sur grossesse, donc c'est des métrorragies. Des fois vous pouvez avoir l'expulsion de ces vésicules. Elle va vous ramener, donc la femme vous ramener des vésicules qui vont être expulsées avec le saignement. C'est des vésicules molaires. En fait, l'avortement molaire, il est hémorragique. D'accord? C'est un avortement. La caractéristique de l'avortement molaire, qu'il est hémorragique. Parce que l'utérus, il est hypervascularisé déjà. Vous avez une hyperplasie, hypertrophie des vésicules. D'accord? Villositaire. L'avortement molaire, il est hémorragique et souvent incomplet. Contrairement, lorsque vous avez par exemple une grossesse arrêtée, la femme va présenter un saignement, puis l'expulsion de la grossesse, et on est tranquille. L'utérus, il est vide. Pour la molle, non. Même vous avez l'expulsion de vésicules, mais ça reste toujours à l'intérieur. D'accord? C'est un avortement incomplet, hémorragique. Pour la molle partielle, cette fois-ci, vous avez l'image, un embryon, une cavité amniotique, associée donc à des vésicules molaires, juste à côté. C'est pour ça on l'a appelé molle partielle, d'accord? Mais on a dit que c'est un embryon qui est anormal. Si le développement se continue, on va avoir un retard de croissance avec un bébé qui est mal formé, non viable. C'est clair? Donc on peut avoir un œuf clair, c'est-à-dire un sachet vide au début, œuf clair, ou bien on peut avoir embryon, cavité amniotique, coexistence des trois éléments, avec un placenta ou bien un trophoblast molaire. C'est simple? Oui ou non? C'est bon jusque-là. On est toujours les entités bénignes. Donc, est-ce que vous pouvez maintenant faire le diagnostic d'une grossesse molaire? Oui ou non? Oui ou non? Répondez-moi. Oui, non. C'est simple. C'est une femme qui a une aménorrhée secondaire, donc elle est enceinte, elle saigne, donc il y a un truc qui ne va pas, il y a quelque chose quelque part, je dois chercher, je fais mon examen échographique, l'aspect échographique il est typique. Si vous demandez, même vous allez demander par la suite pour confirmer un taux de bêta-HCG, on a dit qu'il va être élevé, le bilan biologique. D'accord? Le taux de bêta-HCG, il va être élevé. Mais déjà, échographiquement, lorsque vous allez avoir l'aspect en flocon de neige ou bien en nid d'abeille, vous êtes sûr à 100% qu'il s'agit d'une grossesse molaire et vous allez commencer à entamer, à passer à l'étape suivante qui est la prise en charge ou bien le traitement. D'accord? Le traitement c'est quoi? On a dit que c'est une grossesse qui est anormale. Donc je dois l'évacuer. Je ne dois pas la laisser sur place. Et j'ai dit que l'avortement molaire, il est incomplet, c'est-à-dire impossible que l'utérus se vide lui seul. Donc il faut une intervention. Il faut que j'intervienne pour assurer la vacuité utérine. Donc le geste que je vais faire, c'est un curetage aspiratif. Comme son nom l'indique, je vais essayer d'évacuer donc la cavité utérine, mais cette fois-ci en fonction de la taille de l'utérus. Lorsque la taille de l'utérus dépasse l'ombilique, c'est-à-dire c'est une hauteur qui est importante, vous avez la taille de l'utérus, le fond utérin dépasse l'ombilique, ou bien vous avez un âge gestationnel qui dépasse les 16 semaines, c'est-à-dire la femme elle n'a pas consulté, d'accord, elle vient en retard, plus de 16 semaines d'aménorrhée, donc vous allez avoir un utérus qui est augmenté de taille. Est-ce que c'est possible de faire une évacuation par voie basse, par voie vaginale? Non, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que le fond utérin, il est très loin, il est au-dessus de l'ombilique. Donc par voie basse, les instruments ne vont pas atteindre le fond utérin pour assurer une vacuité utérine. En plus, un utérus qui est surdistendu, vous pouvez le perforer, la paroi elle est fragile, hypervascularisée. Donc vous avez le risque hémorragique, le risque de perforation utérine, et en plus donc vous n'allez pas atteindre par vos instruments le fond utérin pour évacuer, pour bien vider. D'accord? Vous avez compris le principe tout d'abord du traitement. C'est une grossesse anormale.
Il n'y a pas de raison pour laisser cette grossesse évoluer. Au contraire, on va arriver au stade de complication. Donc, il vaut mieux évacuer un âge gestationnel qui est bas. Pourquoi? Parce que lorsque la hauteur utérine ne dépasse pas l'ombilic, l'âge gestationnel inférieur à 16 semaines, je peux faire un curetage par voie basse. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander tout d'abord, bien sûr, un bilan. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Cliniquement, on peut avoir des signes d'hyperthyroïdie au cours de la grossesse molaire. Pourquoi? Signes d'hyperthyroïdie. Pourquoi on dit le dosage du bêta-ACG et non pas l'ACG tout court? Pour l'ACG, FSH, TSH, vous avez deux sous-unités qui sont alpha et bêta. L'alpha, elle est commune entre toutes, entre l'FSH et... C'est-à-dire, ça sous-entend quoi? Lorsque vous faites le dosage donc du bêta-ACG, c'est spécifique, bêta-ACG. Lorsque vous faites le dosage de l'ACG, vous allez doser l'ACG, la sous-unité alpha de la TSH, la sous-unité alpha de l'FSH. Donc, l'ACG, il peut exercer un effet TSH-like, parce qu'il y a une ressemblance entre les deux. Donc, qui dit effet TSH-like, j'ai un excès d'ACG, donc je vais avoir une hyperthyroïdie. C'est clair? Donc, je dois demander un bilan thyroïdien, je dois demander un ionogramme, je dois donc corriger les différentes anomalies, préparer la femme. Donc, elle est au bloc opératoire, on va faire l'anesthésie, on va faire une anesthésie, placer en position gynécologique. Je vais tout d'abord badigeonner, mettre mon spéculum. Vous avez déjà vu le spéculum? Oui ou non? Non? D'habitude, je fais l'enseignement au niveau de... J'ai pas de spéculum ici, malheureusement. Donc, vous devez passer pour voir le spéculum. Je vais mettre... C'est un genre de... Comment vous expliquer? C'est quoi un spéculum? Donc, c'est un objet métallique à vis qui va s'ouvrir progressivement. Je vais le mettre dans le vagin et je vais ouvrir progressivement pour dilater le vagin. C'est ça le principe. Je vais l'introduire au niveau du vagin et je vais ouvrir une vis en bas. Il y a une vis. Je vais l'ouvrir comme ça dans l'objectif de dilater le vagin. Lorsque je dilate mon vagin, je vais voir quoi? Le col. Pourquoi? Pour voir le col. Donc, voici mon col. Je vais le saisir avec une pince, d'accord? Et je vais, tout d'abord, pour accéder à la cavité utérine, en général, le col, il est fermé. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois le dilater. Je vais le dilater par un moyen mécanique, ce qu'on appelle les bougies de dilatation, ou bien les bougies de Ega. Ils sont sur le schéma. Elle est là, la bougie. D'accord? C'est un objet métallique. Voilà le col de l'utérus. Je vais l'introduire. Ces bougies, ils ont un diamètre qui est croissant. Je vais commencer par le plus petit diamètre et passer progressivement jusqu'à une dilatation du col qui va permettre le passage de la canule d'aspiration. C'est le même principe que l'aspirateur qu'on utilise à domicile. D'accord? Pourquoi? Le geste va être rapide lorsqu'on fait une aspiration. On va être rapide, on va diminuer donc le risque hémorragique et également le risque de perforation. Mais ce curetage aspiratif doit se faire sous contrôle échographique. D'accord? Pour voir mon instrument. D'accord, pour voir l'instrument, parce que des fois, on peut glisser, perforer et passer dans la cavité abdominale. Pas mal de fois, il y a des incidents dans ce sens. D'accord? Donc, sous contrôle échographique, utilisez une canule d'aspiration pour que le geste soit rapide. Déjà, l'utérus, il est plein, il est augmenté de taille. D'habitude, pour les curetages, lorsqu'il s'agit d'une grossesse normale, on utilise ce qu'on appelle les curettes. Les curettes, c'est des petites cuillères. D'accord? Et on va racler. Par un mouvement manuel. On va racler pour détacher le trophoblaste. Mais lors de la grossesse molaire, on a dit que l'utérus il est déjà augmenté de taille, on risque de perforer. Donc, à éviter. La curette, elle est à éviter. On va utiliser l'aspiration. C'est clair. Sous contrôle échographique avec perfusion d'ocytocine. Pourquoi? Pour favoriser la rétraction, diminuer les pertes hémorragiques, d'accord? Et diminuer le risque de perforation. Si la femme elle est de résus négatif, on va également administrer un sérum anti-D pour le risque de l'iso-immunisation. Vous avez fait le cours. Vous allez voir ça. Donc,
lorsqu'il y a un avortement ou bien un saignement anormal au cours de la grossesse, il faut toujours administrer le sérum anti-D. Lorsque la femme elle est de rhésus négatif et le papa il est de rhésus positif. Très bien. Excusez-moi. C'est clair? Donc essayez de passer. Vous allez avoir des vacances à partir du 11, c'est ça? Essayez de passer pour voir. Donc la boîte de curetage normale qui est réservée pour les avortements qui ne sont pas molaires, d'accord? Et pour voir, au bloc opératoire, vous allez avoir les bougies qui sont de diamètre croissant, utilisées pour une dilatation mécanique. Des fois, mon col il est perméable, donc il n'y a pas de problème. Je peux faire passer ma canule d'aspiration. Il ne faut pas trop dilater le corps parce que vous allez le traumatiser. Et toujours penser au pronostic ultérieur, les grossesses ultérieures. Donc la femme, elle peut avoir un problème de béance, si vous allez traumatiser trop le col. Donc, dilatez ce qu'il faut, juste pour assurer le passage de la canule d'aspiration. C'est clair? Sous contrôle échographique, à la fin de mon geste, il faut que l'utérus soit vide. Vide. D'accord? Il faut que l'utérus soit vide. Il ne faut pas laisser de résidus à l'intérieur de la cavité utérine. Parce que ça va avoir un retentissement, ça va nous poser un problème pour le suivi par la suite. Parce que si je tombe sur une image de rétention, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment, j'ai laissé des résidus lors de mon curetage, ou bien il y a une évolution vers une entité maligne? D'accord? Donc, à la fin de mon geste, il faut que l'utérus soit vide et vous allez avoir ce qu'on appelle la ligne de vacuité. Donc, à l'intérieur de votre utérus, vous allez voir une ligne qui se dessine, qui est témoin que votre utérus, il est vide. C'est clair? Il faut également mettre votre femme sous traitement antibiotique, d'accord? Parce que c'est un geste à risque infectieux, c'est une manœuvre endo-utérine. Donc, perfusion d'ocytocine, antibiotique, sérum anti-D si la femme elle est de rhésus négatif. Je passe. Lorsqu'il y a une entéro-utérine qui dépasse l'ombilic, on a dit qu'on ne peut pas faire de curetage. Qu'est-ce qu'on va faire? Une mini-césarienne, d'accord? On va faire une mini-césarienne, donc on est obligé de faire une ouverture de l'abdomen, une ouverture au niveau de l'utérus et aspirer le contenu utérin, puis on va faire des pointes de suture. L'intérêt d'un diagnostic précoce, d'accord? Et d'une prise en charge qui doit être faite au bon moment. Parce que si vous laissez la grossesse évoluer, déjà vous allez engendrer donc une cicatrice au niveau de l'utérine, une cicatrice gratuite. Alors que c'était facile de faire un curetage et on est tranquille. C'est clair. Si, par exemple, vous avez une femme qui est âgée, elle a 5 ou 6 enfants, elle est âgée de plus de 40 ans, et elle vous fait une grossesse molaire. Qu'est-ce qu'on peut proposer encore? Une hystérectomie, très bien. Si la femme elle a terminé son projet parental, d'accord? Donc elle a assez d'enfants, elle ne veut plus faire de grossesse, elle a fait une grossesse molaire, on a dit qu'il y a un risque de récidive, l'antécédent de grossesse molaire. En plus, il y a un risque d'entité maligne. C'est parmi les facteurs de risque. Donc je peux lui proposer, bien sûr je vais proposer. Si elle n'accepte pas, je ne peux pas l'imposer. D'accord, je vais proposer une hystérectomie. Et cette hystérectomie ne va pas, par contre, il faut faire le suivi, d'accord? Vous n'allez pas, par exemple, si vous faites « Oh, j'ai enlevé l'utérus, je suis tranquille ». Non, il faut faire une surveillance comme pour le traitement qui est conservateur, c'est-à-dire le curetage ou bien la mini-césarienne. C'est clair? Lorsqu'il s'agit d'une femme jeune, désireuse de grossesse, ce sera en fonction de l'âge gestationnel ou bien de la hauteur utérine, soit un curetage évacuateur, d'accord, soit aspiratif, soit une mini-césarienne. Une femme qui est âgée plus de 40 ans, elle a assez d'enfants, elle désire plus la grossesse. Vu le risque de récidive, le risque de passage vers des entités malignes, je peux proposer une hystérectomie. C'est les 3 solutions que je vais proposer, d'accord? Vous avez 3 choix thérapeutiques. Curetage, mini-césarienne et hystérectomie. Après traitement, le volet qui est très important, 3 croix sur ça, c'est la surveillance post-molaire. Après traitement, comment je vais surveiller donc ma patiente? Normalement, vous allez avoir un retour à la normale. Tous ces signes, des signes cliniques qu'on a cités, les métrorragies, l'exagération des signes sympathiques, la prééclampsie, l'hyperthyroïdie, les kystes lutéiniques, normalement, tout ça va régresser parce que j'ai éliminé ma grossesse, c'est bon. J'ai vidé mon utérus.
vous allez avoir, s'il y a une bonne évolution, involution utérine, c'est-à-dire le retour à la normale. L'utérus va retourner à sa taille normale. Régression du saignement des kystes ovariens. Si, par contre, vous allez, lors de votre geste, vous avez laissé, accidentellement bien sûr, c'est pas exprès, parce que des fois c'est très difficile de faire le curetage, vous avez laissé un petit bout à l'intérieur, il reste quelques vésicules. Donc vous allez essayer de faire vider ça avec du syntocinon, d'accord? Mais lorsque la taille de la rétention dépasse les 17 mm dans le sens antéro-postérieur, vous allez mesurer le petit bout que vous avez laissé à l'intérieur. S'il dépasse les 17 mm, il faut faire un deuxième curetage, d'accord? Parce qu'il ne va pas tomber, c'est clair? J'insiste beaucoup sur la surveillance biologique. Comment on va surveiller donc cette femme qui a fait une grossesse molaire? La première des choses, c'est le bêta-ACG. Le bêta-ACG, c'est l'essentiel de notre suivi. Après évacuation, ce sera le taux de référence, le taux de début. Parce que à la sortie, la femme va avoir un carton sur lequel vous allez mentionner donc les détails. Elle a fait une grossesse molaire partielle ou bien complète. L'évacuation a été faite, par exemple, à 10 semaines d'aménorrhée par un curetage aspiratif, d'accord? Vacuité utérine assurée. Donc, l'utérus, il est vide à la fin de l'intervention. Donc, le taux de bêta-ACG, le lendemain, par exemple, j'ai un taux de bêta-ACG à 3000, par exemple. Après évacuation utérine. Donc, on a dit au début, il est très élevé. Après évacuation, il va chuter. Ce taux va servir de référence et je vais commencer une surveillance hebdomadaire, c'est-à-dire chaque semaine, je vais demander ce taux de bêta-ACG. L'évolution favorable, bien sûr, va se faire vers quoi? La négativation, très bien. L'évolution favorable. Donc chaque semaine, je vais demander à ma patiente de faire un taux de bêta-ACG et de venir me voir. D'accord? Lorsque ce taux de bêta-ACG, il a une courbe de régression avec négativation, donc c'est bon. C'est une évolution favorable, je suis tranquille, très bien. D'accord? Pour dire que la femme, elle est guérie, il faut que j'ai 3 dosages hebdomadaires successifs qui sont négatifs. 3. Donc, elle a fait un dosage cette semaine, il est négatif, je dois refaire un deuxième, un troisième toujours négatif, ma femme, elle est guérie. Elle est guérie, mais ça n'empêche, je dois continuer ma surveillance. Je vais demander l'ACG chaque mois, surveillance mensuelle. Au début, c'est hebdomadaire, chaque semaine, puis mensuelle, pendant 6 à 12 mois. 6 mois pour la grossesse molaire partielle, parce qu'elle est moins grave, si je peux dire ça, et 12 mois de surveillance pour la grossesse molaire complète. C'est-à-dire, durant ces 12 mois, chaque mois, cette femme vient me voir, d'accord, pour contrôle, il faut que le taux reste négatif. D'accord? Il faut que le taux de bêta-ACG reste négatif. Par contre, si cette femme, elle fait une grossesse au cours de cet intervalle, qu'est-ce que vous allez avoir? Elle tombe enceinte au cours de ces 12 mois. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez tomber dans le doute. Est-ce qu'il s'agit d'une évolution défavorable de la grossesse molaire ou bien c'est le bêta-ACG de la nouvelle grossesse? Donc ça pose un grand problème. L'intérêt de quoi? De la contraception. D'accord? Les maladies gestationnelles bénignes qui sont la moelle partielle ou complète risquent d'évoluer vers des entités malignes. C'est pour ça qu'on fait la surveillance. Parce que je peux tomber sur une évolution défavorable au cours de cette période de surveillance. C'est un intervalle de sécurité. Après 12 mois, on est tranquille. Donc, c'est un accident. Il n'y a plus de risque par la suite. Lors des grossesses ultérieures, il y a des mesures que je vais prendre. Mais elle peut enfanter. Elle peut tomber enceinte à nouveau. Cependant, si elle fait une grossesse au cours de cet intervalle, je vais tomber dans le doute. Est-ce que c'est l'ACG de la nouvelle grossesse? Est-ce que c'est une évolution défavorable? Et je ne peux rien faire. Je ne vais pas interrompre la grossesse. Je vais juste la surveiller. Mais vous avez toujours la crainte de maladies persistantes ou bien d'entités malignes. La contraception, auparavant, c'était 2 ans. Actuellement, c'est 1 année, c'est tout. D'accord? Actuellement, c'est 1 année, c'est pas 2 ans. Le moyen le plus efficace pour la contraception, c'est quoi? La pilule œstroprogestative. Vous ne dites pas pilule tout court. On a dit qu'il y a des pilules œstroprogestatives, microprogestatives. Donc, lorsque vous dites pilule, vous précisez. Pourquoi vous avez choisi la pilule œstroprogestative? Pourquoi? Parce que c'est le moyen le plus efficace. D'accord? Il faut que je choisisse un moyen qui est sûr.
D'accord? Parce que c'est grave. Si elle évolue vers une maladie trophoblastique persistante ou bien une entité maligne, on a dit qu'elles sont mortelles, métastatiques. Donc, il faut déjà sensibiliser la femme. D'accord? Il faut qu'elle soit consciente du problème qu'elle a. Sinon, il y a des femmes qui s'en foutent complètement et elle peut faire une grossesse normale. Il faut bien sensibiliser votre femme qu'il s'agit d'un problème sérieux, qu'il ne faut pas qu'elle tombe enceinte au cours de ces 12 mois. D'accord? Par la suite, il n'y a pas de souci. Elle peut faire une autre grossesse et on va voir vers la fin du cours quelles sont les particularités. D'accord? C'est clair? Donc, contraception. 3 croix sur la contraception, une année après, donc, une grossesse molaire complète. Pour la partielle, c'est 6 mois. Et on peut autoriser une nouvelle grossesse. C'est clair? Donc, sur votre carton de sortie, vous allez dessiner une courbe qu'on appelle la courbe du bêta-HCG et vous allez chaque semaine, donc, cocher donc le taux de bêta-HCG. Vous allez dessiner la courbe. Normalement, c'est une courbe qui est décroissante. D'accord? Jusqu'à la négativation. Je passe. Oui. Très bien. Le cas contraire. On a parlé du cas favorable. Maintenant, évolution défavorable. D'accord? L'évolution défavorable, on va rentrer dans les entités malignes. Parce que les entités malignes, dans 60% des cas, survient après une mole anormale qui évolue défavorablement. D'accord? Docteur? Non? Oui, non? Oui. Essayez de suivre, c'est simple. D'accord? L'évolution pathologique, elle est définie toujours sur la courbe de bêta-HCG. Pourquoi j'insiste sur la surveillance qui est surtout biologique. Cliniquement, vous pouvez avoir, vous pouvez suspecter l'évolution défavorable sur, par exemple, la persistance de l'hémorragie, la persistance des kystes lutéiniques. L'utérus garde toujours donc une taille qui est importante. Là, vous pouvez suspecter une évolution défavorable. Sur le plan biologique, c'est le plus important, vous allez avoir l'ascension, soit le plateau, soit la persistance d'un taux résiduel 6 mois après l'évacuation. D'accord? C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Ascension. Vous allez faire l'ascension, vous allez faire votre taux de bêta-HCG. J1, essayez de suivre, vous avez J1, J7, J14, J1, ou bien J0. C'est juste après l'évacuation molaire. Le taux de référence, par exemple, on a dit 3000. À J7, après une semaine, vous allez avoir 5000. À J14, vous allez avoir 7000. Donc, c'est une période de combien? De 2 semaines. Mais il y a 3 dosages. Le dosage de référence, le premier dosage à J7, le deuxième dosage à J14. Vous allez avoir une ascension, une variation de au moins 10%. C'est-à-dire une variation significative. Vous allez poser le diagnostic. Pardon. Vous n'arrivez pas à respirer avec la bavette. Alors, excusez-moi. Donc, pourquoi j'ai dit ascension par 2 dosages? C'est-à-dire, je n'ai pas comptabilisé le dosage de référence, de J1. Deuxième, le dosage à J7, élévation. Dosage à J14, encore élévation. Donc, c'est une évolution anormale, pathologique, parce que normalement, j'ai évacué ma molle. Normalement, je vais avoir une courbe qui est décroissante. C'est clair? Deuxième cas, vous allez avoir 3 dosages successifs qui sont identiques, un plateau. Ni ascension, ni régression, mais toujours c'est un plateau. Il n'y a pas de variation. Cette fois-ci, c'est 3 dosages. C'est-à-dire que ça sera une période de 3 semaines. D'accord? Il y a un dosage qui est supplémentaire pour le plateau. Cependant, si vous avez la régression, c'est un signe d'alarme. Donc, rapidement, vous allez passer à la prise en charge des maladies persistantes ou bien entités malignes. C'est clair? C'est clair ou non? Vous avez une grossesse molaire, vous avez fait votre traitement. D'accord? Qui est l'évacuation, quelle que soit la voie. Curetage, ménicésarienne, hystérectomie. D'accord? Vous allez faire votre surveillance. La surveillance va être clinique et biologique. Cliniquement, on a dit, lorsque l'évolution est favorable, disparition de l'hémorragie, diminution de la taille de l'utérus, disparition des kystes lutéiniques. D'accord? Biologiquement, vous allez avoir une régression de l'HCG jusqu'à négativation. On est d'accord? Lorsqu'il y a le cas contraire, une évolution qui est défavorable,
qu'est-ce que vous allez avoir? Ce sera le contraire. Persistance de l'hémorragie, mauvaise involution utérine, persistance des kystes lutéiniques. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un ACG. C'est le taux d'ACG qui va donner ces conséquences. Et sur votre courbe de surveillance, vous allez avoir soit une ascension, soit un plateau, soit la persistance d'un taux résiduel après 3 mois. Donc toujours, il y a un taux de bêta-ACG, pas de négativation. Vous allez, cette fois-ci, définir ce qu'on appelle une entité maligne. Vous allez rentrer, maintenant, on va rentrer dans les entités malignes. La première étiologie des entités malignes, c'est l'évolution défavorable de la grossesse molaire. C'est bon? Après avoir éliminé, bien sûr, la rétention. C'est pour ça que j'ai insisté. Il faut bien vider l'utérus. Oui. D'accord, il faut être sûr que votre utérus, il est vide à la fin de votre acte. D'accord, il n'y a pas de rétention à l'intérieur. J'ai fait mon curetage ou bien mon évacuation utérine correctement, mais malgré ça, j'ai des dosages élevés. Vous allez comprendre encore. Tumeur trophoblastique, les circonstances de découverte. Donc, j'ai terminé avec les entités bénignes. Je vais rentrer dans les entités malignes. On a dit que la première étiologie, suite anormale d'une grossesse molaire, 60% des cas. Les autres éventualités, donc vous avez une femme qui saigne toujours après un avortement. Elle a fait donc un avortement, c'est pas une grossesse molaire, c'est un avortement normal, mais malgré ça, vacuité utérine, malgré ça, elle saigne toujours. Il y a toujours un saignement qui est inexpliqué. Il faut penser donc à une entité maligne. D'accord? La même chose, des métrorragies persistantes après un accouchement normal. La femme, elle a mené une grossesse normale, elle a accouché normalement, et par la suite, elle saigne. Il y a des saignements inexpliqués. On n'a pas trouvé l'origine de ce saignement. Donc, ou bien, la même chose, une grossesse extra-utérine. Ça veut dire quoi? Là où il y a un trophoblaste, vous pouvez avoir une évolution vers une entité maligne. Le trophoblaste, on peut le trouver dans la grossesse extra-utérine, donc la grossesse qui est normale après un accouchement, d'accord? Ou bien après un avortement, par exemple, une grossesse arrêtée. Lorsqu'il y a un saignement anormal dans toutes ces situations, il faut penser à une maladie gestationnelle trophoblastique persistante. Comment on va la confirmer? C'est le dosage de l'ACG. Vous allez doser le bêta-ACG, vous allez tomber sur des chiffres qui sont élevés alors qu'il n'y a pas de grossesse. Pas de grossesse, mais c'est un bêta-ACG qui est élevé. C'est des maladies gestationnelles persistantes. C'est pour ça qu'on dit persistante, c'est-à-dire après un accouchement, une grossesse normale, ou bien une grossesse arrêtée, une grossesse extra-utérine, ou bien une grossesse molaire. Le point commun entre toutes ces entités, c'est la présence du trophoblaste. C'est l'origine de ces pathologies. Je ne peux pas expliquer plus de ça. Exceptionnellement, vous allez tomber sur des métastases pulmonaires. On a dit au début que les entités malignes ont un pouvoir métastatique. Donc, on peut tomber, on va faire une radiographie du thorax et on va trouver une image en lâcher de ballon. Très bien. Normalement, vous avez appris lors de votre module de pneumo que devant une image en lâcher de ballon chez une femme en période d'activité génitale, vous devez demander quoi? Un bêta-ACG. D'accord? Exceptionnellement, c'est-à-dire normalement, il y aura les métrorragies, mais il y a certaines femmes qui s'en foutent complètement, elles saignent, par la suite, elles viennent consulter, vous faites une radiothorax, vous tombez sur un lâcher de ballon. Femme en période d'activité génitale, il faut penser donc aux maladies gestationnelles, demander un bêta-ACG. C'est clair? C'est clair ou non? Entité bénigne, les entités malignes, donc, peut survenir soit à la suite d'une mole, c'est le cas le plus fréquent. On va diagnostiquer ça lors de notre surveillance. C'est pour ça qu'on insiste sur le suivi post-molaire. Parce que si vous laissez votre patiente dans la nature, elle peut faire une maladie gestationnelle persistante, d'accord, et passer en métastase et même mourir. Hein. C'est pour ça qu'on insiste sur le suivi post-molaire. Donc le cas le plus fréquent, c'est les suites molaires. Elle peut survenir après un avortement, un accouchement normal, une grossesse extra-utérine. Le point commun, c'est la présence de trophoblastes. C'est clair. Exceptionnellement, c'est des métapulmonaires, c'est le stade avancé. La femme n'a pas consulté. Je vais tomber sur une image en lâcher de ballon. Je passe. Très bien. Alhamdoulilah. Donc,
On a dit que c'est des entités malignes. Qui dit entité maligne, donc il faut faire un bilan d'extension. On a dit qu'il y a un risque de métastase. Donc, le bilan d'extension, vous avez une échographie, vous avez recherché les métastases pulmonaires par radio et TDM thoracique, d'accord? Vous allez rechercher les métastases hépatiques par une TDM abdominale et les métastases cérébrales par une IRM. Parce que, en fait, le site le plus fréquent pour les métastases, c'est le poumon, d'accord? Le poumon, c'est le premier site métastatique. Par contre, les métastases qui vont mettre en jeu vraiment le pronostic vital, c'est quoi? C'est les métastases hépatiques et cérébrales. Ils vont mettre en jeu donc le pronostic vital. Les métastases les plus fréquentes, c'est les métastases au niveau du poumon. Donc, je vais faire mon bilan d'extension. Ces maladies gestationnelles malignes, leur traitement, en fait, il est basé cette fois-ci sur la chimiothérapie. D'accord? C'est des entités malignes. C'est comme les cancers, c'est la même chose. C'est des entités malignes, donc mon traitement va être basé sur une chimiothérapie. Je dois faire un bilan pré-thérapeutique. Pourquoi? Pourquoi le bilan pré-thérapeutique? Je vais demander une formule, un bilan rénal, un bilan hépatique, parce que la chimiothérapie, c'est toxique. D'accord? Le méthotrexate, il a une toxicité médulaire très importante. Donc, je dois éliminer la présence de contre-indications. Je vais administrer une chimiothérapie, il faut évaluer le terrain. D'accord? Avant de mettre en route ce traitement. En fait, notre rôle, en quelque sorte, va s'arrêter juste là. Nous, les gynécologues, bien sûr. Et on va orienter notre patiente au centre anti-cancer pour commencer sa chimiothérapie. Parce que c'est bon, nous, on peut pas manipuler les traitements de chimiothérapie, d'accord? Parce que on connaît pas bien les protocoles, le dosage, etc. C'est pas notre apanage du tout. Donc, mon rôle, diagnostiquer donc la maladie gestationnelle persistante ou bien le passage à l'entité maligne, faire un bilan d'extension, il n'y a pas de souci, je peux demander le bilan, lettre d'orientation pour nos amis oncologues. D'accord? Nos amis oncologues vont débuter donc le traitement à base de chimiothérapie. Cette chimiothérapie, donc vous pouvez opter soit par un schéma contenant une seule substance qu'on appelle monochimiothérapie, qui est le méthotrexate en absence de contre-indication, ou bien une polychimiothérapie, c'est-à-dire tout un protocole, l'association de plusieurs drogues toxiques, bien sûr, toujours, la chimiothérapie, elle est toxique. Quand est-ce que je vais utiliser seulement le méthotrexate ou bien la monochimiothérapie, et quand est-ce que je vais utiliser la polychimiothérapie, c'est-à-dire l'association de plusieurs drogues? C'est en fonction de la sévérité. Plus la maladie elle est sévère, plus je vais faire une polychémio. Comment je vais apprécier cette sévérité? C'est le score de Bacchus ou bien le score de la FIGO 2000. Donc, je vais scorer ma malade. Lorsque le score est inférieur à 6, c'est des maladies gestationnelles. On dit qu'il s'agit de maladies gestationnelles à bas risque qui vont bénéficier seulement d'une monochimiothérapie. Lorsque le score dépasse 7, plus de 7, cette fois-ci, c'est une maladie gestationnelle à haut risque et je vais passer à la polychimiothérapie. D'accord? C'est logique. Une forme qui est simple, un seul médicament suffit. Une forme qui est plus sévère, je vais associer donc plusieurs médicaments. Je vais revenir sur le score. Qu'est-ce qu'il contient ce score? C'est les éléments de sévérité. Vous avez tout d'abord l'âge de la femme. On a dit au début que l'âge plus de 40 ans, c'est un facteur de mauvais pronostic. Donc, elle va avoir 2. À la fin du score, on va faire une addition pour avoir le 6 et le 7. Moins de 6, plus de 7. C'est l'addition. D'accord? Âge de la patiente, moins de 40 ans, elle va avoir 1 point. Plus de 40 ans, elle va avoir 2 points. Deuxième paramètre, la grossesse précédente, c'est-à-dire on a diagnostiqué notre entité maligne à la suite d'une mole, à la suite d'un avortement, ou bien d'une grossesse à terme. Plus vous avancez, plus c'est sévère. D'accord? Troisième paramètre, c'est l'intervalle entre la grossesse et le début de la chimiothérapie. C'est-à-dire, j'ai diagnostiqué ma maladie persistante aujourd'hui, elle va commencer son traitement après 8 mois. C'est un facteur de mauvais pronostic. Contrairement à une femme pour laquelle je viens de diagnostiquer la maladie persistante, et elle va commencer sa chimio après 1 mois. C'est pas la même chose. Pour la première, j'ai laissé évoluer, donc il y a plus de risque de métastase, donc c'est un facteur de mauvais pronostic. Elle va avoir plus de points.
Fahmtouni le principe, c'est quoi? Plus vous avancez, plus c'est sévère. Plus vous allez avoir plus de points. Donc, lorsque l'intervalle moins de 4 mois, elle va avoir 1 point. Entre 4 et 6 mois, elle va avoir 2 points. 3 points, si elle commence son traitement, par exemple, à 8 mois, comme j'ai dit tout à l'heure, elle va commencer son traitement à 8 mois, elle va avoir 3 points. C'est clair? C'est la même chose pour tous les paramètres. Le bêta-ACG, plus il est élevé, plus c'est un facteur de mauvais pronostic. Elle va avoir plus de points. La taille tumorale, plus elle est importante, les métastases, le nombre de métastases, le site et la taille tumorale. D'accord? Plus la taille elle est importante, plus elle va avoir un score qui est élevé. Les métastases, on a dit que le poumon c'est le siège le plus fréquent, donc c'est le plus banal. Plus on avance vers le foie et le cerveau, c'est plus sévère. Le nombre de métastases, plus le nombre élevé, bien sûr, c'est péjoratif. Et la chimiothérapie. Est-ce qu'elle a déjà fait une chimiothérapie? Est-ce qu'elle a reçu? Vous pouvez avoir des échecs. Hein? D'accord? Elle a fait, par exemple, une monochimiothérapie. Vous avez l'échec, donc vous allez passer à la polychimiothérapie. L'essentiel pour moi, c'est pas de retenir ce score. D'accord? L'essentiel, c'est le principe. C'est juste retenir le principe. Vous n'allez pas apprendre cela. C'est bête, hein? D'accord? Il ne faut pas être bête. Il ne faut pas apprendre un tel tableau. L'essentiel pour moi, c'est connaître les paramètres donc péjoratifs, qui sont des facteurs, bien sûr, de risque. L'âge, est-ce que cette maladie, elle est survenue à la suite d'une mole ou bien à la suite d'un accouchement normal? D'accord? Le taux de bêta-ACG, lorsqu'il est plus élevé, c'est un facteur de mauvais pronostic. À la fin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'addition. 3 plus 1 plus 2 plus 1. Je vais avoir un score. Lorsqu'il est inférieur à 6, monochimio, plus de 7 polychimio. Il n'y a pas plus simple. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails des protocoles, parce que ce n'est pas notre apanage, nous les gynécos. On a dit que c'est les oncologues qui vont faire ça. Et ils vont continuer, bien sûr, toujours la surveillance post-molaire, même après maladie gestationnelle. Cette fois-ci, la contraception, elle doit être administrée pendant 18 mois. D'accord? C'est clair? Pour les entités, pour les maladies gestationnelles, à haut risque. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce qu'il manque dans notre cours? Normalement, le pronostic ultérieur. Le pronostic de la fertilité ultérieure. Les tumeurs, avant de passer au pronostic. Les tumeurs du site d'implantation. J'ai dit au début, flanapathe, que ces tumeurs, ils vont sécréter peu d'ACG. D'accord? Ils sont peu chimiosensibles. C'est-à-dire, ils vont pas bien répondre à la chimiothérapie. Donc, leur traitement, en fait, il est chirurgical. C'est l'hystérectomie. Mais des fois, on est dans des situations difficiles. Une femme jeune, désireuse encore de grossesse. C'est pas facile de faire une hystérectomie. Donc, on doit essayer de peser le pour et le contre. Essayer de laisser l'utérus en place. Mais si, toujours, le pronostic vital, il est en jeu, on va pas jouer. On sera amené à faire une hystérectomie. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit au début qu'il y a certaines caractéristiques anapathes qui vont orienter par la suite la prise en charge. Ces tumeurs, du fait de leur chimiosensibilité qui est médiocre, qui ne sont pas incluses dans le score. Donc, on ne va pas les faire rentrer dans le score de Bak-Chou. D'accord? Parce que le traitement, normalement, c'est l'hystérectomie. C'est un traitement qui est chirurgical. Donc, la monochimio, j'ai dit que c'est le méthotrexate. Les autres, vous avez les protocoles. Les protocoles de chimio, c'est pas très intéressant. Et pour le pronostic ultérieur, on a dit pour la contraception, on va utiliser le moyen le plus sûr, bien sûr, en dehors de contre-indication. Vous n'allez pas, par exemple, prescrire un œstroprogestatif chez une femme qui a fait un AVC. Quand même. D'accord? Il ne faut pas être bête. D'accord, en dehors, toujours vous dites, en dehors de contre-indication. Œstroprogestatif, c'est le moyen le plus sûr. On a dit pour les... Oui? Oui, très bien. Je peux proposer un stérilet. Il n'est pas contre-indiqué. D'accord? En dehors des contre-indications habituelles, bien sûr. Par exemple, de malformation utérine ou bien d'un risque infectieux, etc. Mais je peux proposer un stérilet également. Donc, la durée, on a dit que c'est 1 année pour la mole idatiforme complète. Je vais commencer par la partielle. 6 mois pour la partielle, 12 mois
pour la complète. 12 mois également pour les maladies à bas risque, lorsqu'il y a un bas risque, même si c'est des maladies persistantes à bas risque, c'est 12 mois. Et 18 pour les maladies à haut risque. D'accord? Donc vous allez continuer votre surveillance. Après cette période, vous pouvez autoriser une nouvelle grossesse si la femme toujours désire la grossesse, d'accord? Mais il faut avoir à l'esprit que vous pouvez avoir une récidive. Elle peut faire une grossesse molaire parce que c'est le même terrain. C'est les mêmes facteurs de risque, d'accord? Donc, lors de la grossesse ultérieure, dès qu'elle tombe enceinte, elle vient vous consulter, vous allez faire votre échographie, demander l'ACG au moindre doute, devant l'aspect échographique. S'il s'agit d'une grossesse normale, on est tranquille, alhamdoulilah. On va continuer notre surveillance. Si vous doutez, donc, s'il s'agit d'une image qui est un peu douteuse, demandez le taux de bêta-ACG à la moindre anomalie. Après l'accouchement, on va envoyer donc notre placenta pour étude anapathe, d'accord? Toujours étude anapathe du placenta après l'accouchement. Je vais vous donner un autre exemple. Lorsque vous avez une grossesse gémellaire, la première grossesse, elle est normale et la deuxième, elle est molaire. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est décrit. C'est rare, mais il y a des cas où on a une grossesse normale, c'est une grossesse gémellaire. Il y a deux grossesses. Une est normale, la deuxième, elle est molaire. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, c'est difficile de prendre la décision. On ne va pas toucher, on va surveiller. D'accord? Mais il y a un risque de saignement parce qu'il y a une grossesse molaire à l'intérieur. Et après l'accouchement, d'accord, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la surveillance, vous allez envoyer la grossesse molaire pour une étude anapathe et vous allez faire la surveillance comme pour la grossesse molaire, comme s'il s'agissait d'une grossesse molaire unique. D'accord? Après l'accouchement, vous faites la surveillance hebdomadaire, puis chaque mois, jusqu'à négativation. Là, vous allez faire la même chose. Oui? Des questions? C'est clair? Tout est bon. Normalement, on a fait le tour de la question. On va récapituler. Donc, c'est vaste. C'est un ensemble de pathologies qui sont différentes sur le plan clinique, biologique, morphologique. Cependant, le dénominateur commun, c'est l'hypersécrétion d'ACG. Entité bénigne, c'est la mole idatiforme complète ou bien partielle. L'anomalie, donc l'éthiopathogénie, c'est la génétique. C'est une anomalie de la génétique. D'accord? Pour les maladies malignes ou persistantes, elles peuvent survenir à la suite du mol, c'est le cas le plus fréquent, ou bien même à la suite d'un avortement, d'une grossesse extra-utérine, d'un avortement grossesse normale. L'essentiel pour nous, c'est de faire le diagnostic à temps, commencer la prise en charge, qui est l'évacuation utérine pour la grossesse molaire, d'accord? Et le suivi post-molaire. 3 croix sur le suivi. Contraception également, c'est très très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté et on est dans le doute. Est-ce que c'est une évolution défavorable ou bien qu'il s'agit d'une nouvelle grossesse qui est évolutive normale?